Merci de suivre ce live Studirama TV ce soir, live consacré au Bachelor international de l'ECE, école du groupe INSEC. Alors, pour parler de l'ECE, nous recevons ce soir Franck Bulinge, qui est directeur de l'ECE, et Marion Fabre, qui est directrice de l'ECE du campus de Bordeaux. Alors, merci d'être présent ce soir pour répondre aux questions des internautes et de la rédaction. Alors, j'aurais une première question concernant l'ECE, qui se définit vraiment comme une école internationale. Quasiment toutes les grandes écoles de commerce ont des cursus internationaux, font une grande part internationale, envoient leurs étudiants internationaux. Qu'est-ce qui, au fond, distingue toutes ces grandes écoles de l'ECE? Qu'est-ce que vous avez vraiment de spécifique à l'international? Bonsoir. L'ECE a inscrit l'international dès le départ, dès son fondement, en fait, dans son ADN. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, c'est l'ADN de l'ECE. Ça se traduit par le fait d'obliger nos étudiants dans un cursus de 4 ans à se diriger à l'international. Donc la différence pour certaines formations, c'est non pas de leur laisser le choix d'aller à l'international, mais de les obliger parce que ça fait partie du cursus, et le fait de ne pas aller à l'international conduit à ne pas avoir son diplôme. Alors, on reviendra d'ailleurs sur ce cursus en 4 ans qui est un petit peu une originalité aujourd'hui dans notre format d'études. Mais sur ces 4 ans, au final, il y a combien d'années qui vont être passées à l'étranger ? Alors ça ne se compte pas en années, ça se compte en mois hein, sur l'ensemble du cursus. Le premier stage international intervient sur la 2e année, c'est un stage de 3 mois obligatoire à l'international. Et ensuite on a en 3e année le stage, enfin le cursus académique à l'extérieur qui lui est d'une durée de 6 mois en général, qui peut aller jusqu'à 1 année complète en réalité. Donc c'est ce qu'on appelle actuellement le semestre académique, mais qui consiste en fait à aller se plonger, s'immerger complètement dans une université partenaire. Donc on a 150 universités partenaires dans lesquelles on loge, entre guillemets, nos 200 élèves de 3e année. Donc en ce sens, c'est là la spécificité par rapport à un certain nombre de programmes qui disent on a des partenaires internationaux. Nos partenaires, eh bien, ce sont des gens qui logent obligatoirement nos étudiants. Ces 150 partenariats recouvrent le globe entier. Il y a vraiment des destinations de prédilection? Alors, on couvre l'ensemble du globe, en effet, l'ensemble des continents. On a une forte présence en Europe, hein, école de commerce européenne, mais on peut également se diriger dans l'ensemble des continents. Donc, on va retrouver des accords aux États-Unis, Amérique du Sud, bien sûr, Asie. Donc ça va être un choix de la part de l'étudiant de se diriger vers l'international. Donc l'international au minima, on va dire à peu près 12 mois. À passer à l'étranger, mais on peut arriver jusqu'à certains choix de parcours, puisque ce sont des parcours un petit peu à la carte, chacun va pouvoir choisir son parcours. Ceux qui optent pour un parcours très international vont pouvoir faire tous leurs stages à l'étranger, partir sur des accords de double ou de triple diplôme et passer presque 30 à 36 mois à l'étranger dans leur parcours, suivant leur choix. Alors, on a une question d'un internaute qui nous dit, si on réussit le concours, est-ce qu'on peut intégrer le campus de Singapour ? Le campus de Singapour, on peut y passer au moins un semestre académique, voire 1 an en 3e année. Il y a une forte demande pour les pays d'Asie, parce qu'il y a des modes, en fait. Tous les ans, on s'aperçoit qu'il y a des modes sur des pays qui sont... Il y a la Chine, il y a l'Asie. Il y a des pays qui, on va dire, brillent plus que d'autres, en fait, mais c'est de l'ordre du subjectif, en fait. C'est un ressenti. Effectivement, la Chine, qui est fortement demandée. Les États-Unis restent toujours très demandés. Mais je crois qu'au-delà de l'effet de mode, il faut aussi, enfin nous on encourage nos étudiants à travailler sur leurs projets, non pas sur ce qui brille le plus, mais ce qui est le plus adapté à leur problématique, à leur parcours en fait. Alors particularité de l'ECE, donc ce fort ancrage international, mais aussi ce format en 4 ans, qui est un format un peu original dans notre structure, puisque nous sommes sur un 3+2. Pourquoi 4 ans? Ça correspond à quoi aujourd'hui dans le système éducatif?
Alors, le système éducatif, c'est un moule, sortons du moule un petit peu, c'est peut-être un peu l'originalité de nos formations, c'est de ne pas forcément être dans le LMD, dans le schéma LMD. 4 ans parce que nous sommes sur un cursus justement international qui tient compte du format anglo-saxon, qui est un format de type Bachelor of Business Administration, donc qui est sur 4 ans, et donc notre choix est de faire un 4 ans, voire un 4+1, c'est-à-dire qu'on va aller sur un cursus en 4 ans à l'ECE et laisser ensuite le choix à nos étudiants d'intégrer un M2, soit dans le groupe INSEC avec les masters INSEC, soit ailleurs. Et ce qu'on remarque en fait aujourd'hui, moi qui viens de l'université, j'ai pu constater à l'université que lorsqu'on faisait du M1, on s'est longtemps posé, au moment où le LMD s'est mis en place, on s'est posé la question du M1 et nombreuses sont les universités et les grandes écoles qui n'ont pas su quoi faire de leur M1. Et du coup, le M1 est bien souvent une de ces années d'attente, une année de recommencement, une année où on fait le point avant d'intégrer le M2. Et pour le coup, regardez bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de M2 et très peu de M1. À l'ECE, le choix a été de faire un vrai M1. Au fond, cette 4e année, c'est non pas un recommencement, mais c'est l'aboutissement de tout un cursus de formation, tout un processus pédagogique, et donc international, évidemment, qui fait que nos étudiants rentrent juste après le bac. Les 2 premières années, ce sont encore de très jeunes étudiants, et passé la 3e et 4e année, on a des personnes, des adultes vraiment transformés, prêts au travail. Et le fait est que sur 4 ans, toutes nos offres de stage sont B4 ou 5, donc on place nos étudiants autant en stage que sur le marché de l'emploi à Bac+4 sans problème. Alors, autre particularité de l'école, c'est que vous recrutez après le bac. Tout à fait. Là, ça fait partie du cœur de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va construire un cursus pour, dès le bac, pouvoir intégrer nos étudiants qui n'ont jamais eu conscience des métiers qu'on peut retrouver en entreprise, qui ne savent pas ce que c'est la compta, le marketing, qui vont pourtant faire le choix de faire une école de commerce. Et justement, ce parcours sur 4 ans permet de les former, de prendre un jeune qui a priori ne sait pas ou très peu ce qu'il veut faire plus tard, et on va l'accompagner, construire avec lui son projet professionnel, son CV, pour l'amener à un métier. Donc l'avantage de commencer une école de commerce dès le bac, c'est qu'on construit le parcours dès la première année en école, pour arriver après à Bac+4 sur un stage de fin d'études, par exemple, à 6 mois de stage. Si on prend des cursus différents, on va retrouver sur un cursus classique de 2+3, sur une école de commerce classique, un stage de vente par exemple en licence. Nous, le stage de vente est fait dès la première année, ce qui permet de sortir au bout de 4 ans avec 22 mois d'expérience professionnelle, d'avoir testé 3 à 4 secteurs d'activité et de pouvoir vraiment faire le choix d'intégrer le marché de l'emploi ou de se spécialiser en 5e année sur un métier ou un secteur d'activité. Alors, puisque vous parlez d'expérience professionnelle, effectivement, on a une question sur l'esprit entrepreneurial. Quelle est la part de la pratique entrepreneuriale qui existe dans l'école ? Alors de la pratique entrepreneuriale, d'abord avant d'entreprendre, le mieux c'est de connaître un petit peu les bases. Donc ce fameux stage de vente, je veux dire, on peut créer une entreprise, donc créer une entreprise c'est créer un produit, mais si on ne vend pas son produit, on ne marche pas. Donc le but du jeu au départ, c'est effectivement une première immersion dans la vente étant le secret du métier de l'entrepreneur. Et ensuite, on a un développement pédagogique qui va conduire jusqu'à ce qu'on va appeler, nous, le défi créa, qui est un défi de création d'entreprise, en fait. Oui, au-delà d'avoir des cours, c'est vraiment un état d'esprit. J'ai envie de dire que l'entrepreneuriat est au cœur de la pédagogie de l'ECE et on va essayer chaque année de développer cet esprit entrepreneur, non pas pour former automatiquement des créateurs d'entreprises, mais en tout cas pour leur donner des réflexes qui vont faire, eux, des personnes professionnelles, innovantes et capables d'agir en entreprise. Donc en première année, on a mis en place et on a conçu un outil pédagogique que l'on appelle le défi création d'entreprise, où dès leur arrivée, on va les mettre en groupe de 5-6 personnes et ils vont devoir trouver déjà l'idée d'un produit qui n'existe pas en France. Donc ils ont des séminaires, ils sont coachés, un séminaire innovation pour trouver l'idée du produit. Ils vont devoir lui trouver un nom, lui trouver un prix, lui trouver un seuil de rentabilité, une technique de distribution. Et ça, c'est le fil rouge de la première année, où tout au long de la première année, ils vont devoir appliquer leurs cours, faire une étude de marché, voir comment ils vont distribuer le produit sur un projet qui leur est propre, sur lequel ils sont très concernés puisque c'est eux qui vont faire le design du produit, qui vont choisir le nom, la campagne de communication. Et ça va leur permettre de mettre en application tout ce qu'ils vont apprendre de façon technique en cours, le mettre sur un projet pratique. Donc ça, c'est le fil rouge de la première année. Et on va retrouver des fils rouges comme ça pédagogiques sur chaque année pour développer justement cet esprit. Alors après, l'aboutissement, c'est par exemple en 3e année, on a le projet mission, conseil et développement où là, l'entreprise est au cœur du projet. Ils vont travailler comme consultants
pour des entreprises sur des projets réels, pour mettre en place un produit, une étude de marché et être véritable conseil auprès des entreprises et encore une fois développer cette idée d'initiative, de prise de décision, de conseil qui fait la différence après et qui font d'eux des personnes employables à terme au niveau de l'école. Ce qui fait qu'on ne fait pas uniquement des gestionnaires ou des managers, l'esprit d'entreprise. On ne forme pas des créateurs d'entreprise en réalité, mais la notion de création d'entreprise est bien prise en compte, en sorte qu'ensuite on a des gestionnaires et des managers qui sont capables de comprendre l'entrepreneuriat et donc de développer une entreprise entreprenante et de faire aussi de l'intrapreneuriat. En fait. On a plusieurs questions qui sont liées au niveau de langue exigé, école internationale, nombreux stages à l'étranger, obligatoires. Donc plusieurs questions sur le niveau d'anglais qui est demandé, donc quel type de niveau d'anglais vous demandez. Et puis on a une question d'un internaute qui nous dit, voilà, moi j'aimerais me mettre au chinois, puisque vous avez plusieurs langues étrangères possibles. Est-ce qu'il est possible d'apprendre le chinois et d'être débutant en chinois ? Alors, débutant chinois, oui, mais seulement en troisième langue. Ce que l'on conseille, c'est d'avoir une première et une deuxième langue qui soit déjà maîtrisée. La première doit l'être. L'anglais me paraît être une langue qu'il est indispensable de maîtriser. Alors, quel niveau vous demandez justement de maîtrise ? Niveau... C'est un niveau, on est conscient qu'on recrute à post-bac des étudiants qui ont appris la plupart du temps l'anglais scolaire. Et en France, l'anglais scolaire n'est pas... l'anglais scolaire n'est pas de bon niveau, on va dire, de façon générale. Donc on est là pour les accompagner et les amener à un meilleur niveau d'anglais. Donc certes, il y a une sélection sur des épreuves écrites d'anglais au concours, mais qui ne correspondent ni plus ni moins qu'au niveau de terminale qu'on peut avoir en anglais. Et petit à petit, on va les accompagner pour acquérir un niveau d'anglais courant. L'anglais, pour nous, c'est un outil de base que tout le monde doit avoir. C'est même plus un élément de différenciation quand on fait une école de commerce. Donc nous, notre rôle, c'est d'amener nos étudiants à un niveau d'anglais courant à la fin de leurs 4 ans. Donc là, on va les aider. Donc on va les aider par beaucoup de cours d'anglais, sous forme plutôt de workshop ou comment animer une réunion, comment répondre au téléphone, sur des choses beaucoup plus concrètes que l'apprentissage des verbes irréguliers qu'on peut retrouver en terminale. Et puis après, bien sûr, les expatriations, où on les encourage à avoir une expatriation dans un pays anglophone. Rien de mieux que de travailler dans un stage de vente ou dans un stage au sein d'un service commercial ou marketing pour apprendre la langue. Et la multitude des expatriations fait qu'on va au moins maîtriser 2 langues. Et puis après, une LV3 qui est une langue de découverte. Et si on veut aller, par exemple, étudier en Chine, c'est quand même bien, dès la première année, de pouvoir prendre chinois en LV3 pour après pouvoir demander son chemin, poser des questions. Certes, on n'apprendra pas à écrire le chinois, mais le mandarin, mais on apprendra à s'exprimer. Donc, pas d'inquiétude, si en terminale, on a un niveau d'anglais qui est moyen, on peut... on recrute sur l'existant. Donc, par contre, c'est un accompagnement progressif. Donc, ne pas avoir peur d'entrer dans une école de commerce, à l'ECE ou ailleurs. Il y a quand même, en tout cas à l'ECE, une progression. Et alors, l'idée d'avoir des cours en anglais, par exemple, sur la première année, il n'y a pas de cours en anglais en particulier. Sur la 4e année, il y en aura beaucoup plus, évidemment. Mais sur la 4e année, ils seront beaucoup plus à l'aise parce qu'ils ont eu 3 ans et demi de pratique avant d'intégrer les cours en anglais. En 4e année, on peut choisir une majeure qui est 100% en anglais. Donc on accompagne, pour vous dire, certains pourront avoir tous leurs cours en anglais en 4e année. Et puis en 2e année et en 4e année, on leur fait passer des tests classiques, TOEFL, TOEIC. Pour vous donner un ordre d'idée sur le niveau d'anglais, cette année en 4e année, la moyenne du TOEIC était à peu près aux alentours de 855 le score, donc qui est quand même un score élevé, qui témoigne d'un niveau courant de l'ensemble de la promotion sur ce niveau d'anglais. Donc notre rôle est de les accompagner dans l'apprentissage de l'anglais et voilà. Sachant que sur ce type d'examen, ils sont accompagnés par nos professeurs d'anglais. Donc on est assez heureux d'avoir un niveau de 850 au TOEIC grâce à l'accompagnement de nos professeurs. Donc rassurons les élèves de terminale, avec un niveau moyen, ils pourront largement développer leurs capacités par la suite. À condition, bien sûr, qu'avec le niveau moyen, ils s'accrochent et qu'ils travaillent aussi. Ouais. Ça ne s'apprend pas comme ça, l'anglais. On a Elliot qui nous dit, vous parlez de triple diplôme, est-ce que ça n'est pas trop difficile au niveau de la charge de travail? Et puis à quoi ça sert d'avoir 3 diplômes? Alors le triple diplôme chez nous est un triple diplôme parce que nos étudiants, alors on a une dizaine ou une douzaine d'étudiants qui suivent ce triple diplôme, ils l'acquièrent en allant sur les 3 campus en fait. Donc il n'y a pas une charge de travail énorme puisque c'est
sur chaque campus qu'ils vont travailler. Donc c'est un partenariat sur 3 campus qui se fait, et il n'y a pas une charge absolument démente en fait. Non, ils partent de l'ECE, ils vont aux États-Unis, voilà. Mais à quoi ça sert? Après, ça sert, on sait que les doubles ou triples diplômes aujourd'hui sont très prisés sur le marché. J'aurais tendance à dire que le diplôme ECE est déjà suffisant en soi. Cela dit, avoir un double ou un triple diplôme permet de valider auprès des employeurs l'idée que nos étudiants sont allés effectivement étudier à l'étranger, ce qui est de toute façon un plus. Là, on est vraiment sur des choix de parcours. Encore une fois, si on opte pour ce triple diplôme, à la fin de la 2e année, on va partir, par exemple, pour un cas, à l'Enköping en Suède. Après, on va partir étudier aux États-Unis à DePaul University. Et ça va permettre d'acquérir 3 diplômes. Un BBA norvégien, un Master of Science aux États-Unis et le diplôme de l'ECE. Mais là, encore une fois, c'est un choix de parcours. C'est un choix qui va se faire peut-être au détriment de l'expérience en entreprise, puisque là, ce sera une mobilité très académique, qui va donner un diplôme qui a une certaine valeur aux États-Unis, puisque ça sera un Master of Science. Donc, si quelqu'un veut plus tard être sûr de vouloir travailler aux États-Unis, par exemple, c'est un parcours pour lequel il peut opter. Maintenant, c'est un parcours pour lequel nous aussi on sélectionne, puisqu'il faut déjà avoir un certain niveau d'anglais pour pouvoir suivre les cours en anglais, passer les examens en anglais, parce qu'au-delà d'opter pour cette solution, il faut valider ces 3 diplômes. Donc ça demande peut-être plus de travail personnel, puisqu'on va rentrer dans des systèmes où il y a très peu d'heures de cours, mais beaucoup d'heures d'études, beaucoup d'heures passées en bibliothèque. Donc là, ça va être des choix de parcours, et si on opte pour ce parcours-là, ça va demander une certaine implication sur les cours et sur les méthodes d'éducation à l'étranger. Alors, vous avez parlé de sélection. On a plusieurs questions sur le niveau d'admission. Alors, on rappelle que l'ECE fait partie du concours PASS. Hein, on va y venir pour parler peut-être des épreuves. Mais on a plusieurs terminales qui nous disent, voilà, quels sont les critères de sélection? Est-ce que vous regardez les moyennes de terminale? Est-ce que si je viens d'une terminale L, je suis capable de passer concours? Je suis en première année d'Hippocagne, est-ce que je peux faire une mission sur titre? Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire quel profil finalement de terminale? Est-ce que vous êtes très exigeant sur les moyennes? Alors, sur la base, pour entrer à l'ECE, c'est un concours, le concours PASS, donc, qui est commun aux écoles du groupe INSEC et du groupe EDEC. Le principe de mon concours, c'est que tout le monde postule et c'est que le concours va faire sa loi. Donc, si on a le concours, on est admis dans l'école. Donc ça, c'est une première voie d'admission, c'est sur concours en terminale. Après, on a une deuxième voie qui est sur critères d'excellence. Donc là, pour les personnes qui ont 13 de moyenne en première, plus 13 de moyenne en terminale, et note anticipée du bac, elles peuvent postuler sur dossier, donc on les exempte de concours, et là on étudie un dossier donc sur critères d'excellence. Si le dossier répond aux critères, à ce moment-là, la personne est directement admise à l'ECE. Si ça ne répond pas aux critères, on rebascule le dossier sur le concours PASS, où là, tout le monde peut postuler, quelle que soit la moyenne, quelle que soit la filière d'origine, puisque le concours est vraiment fait, et puis on y reviendra tout à l'heure sur les épreuves, pour que tout le monde puisse réussir. Donc, alors, on va venir tout de suite sur le concours PASS, mais juste avant, il y a aussi des admissions sur titre qui sont possibles à l'ECE. On peut intégrer l'ECE en cours de cursus. Oui, alors, mais pour revenir sur l'excellence, il y a aussi des critères d'excellence pour sportifs de haut niveau ou artistes reconnus, en fait. Donc, on n'est pas uniquement sur d'excellentes notes. De l'excellence académique. Voilà, c'est de l'excellence. Au sens général du terme. Au sens général du terme, oui. D'accord. Alors, pour revenir sur l'admission sur titre, possibilité d'intégrer le cursus de l'ECE en cours? Alors, tout à fait, en 2e et en 3e année. Donc, en 2e année, en ayant validé une première année, donc une licence 1, ou en ayant validé 60 crédits ECTS. Alors là, on veille quand même à ce que les dossiers présentés soient en adéquation avec la pédagogie de la première année à l'ECE. Quelqu'un qui fait une année de médecine ne pourra pas postuler directement en 2e année à l'ECE. Et puis une entrée en 3e année, où là, des BTS commerce international, certains IUT en technique de vente, de négociation, peuvent directement également postuler pour rentrer en 3e année à l'ECE Bordeaux. Donc là, c'est une admission sur dossier, un dossier qui se télécharge en ligne sur le site internet et entretien, donc systématiquement pour faire état des lieux, des motivations et voir justement si des expériences passées correspondent à la pédagogie de l'ECE et à l'état d'esprit de l'ECE pour entrer en 2e ou en 3e année sur dossier. Mais la voie principale d'accès, c'est le concours PASS, qui est un concours commun finalement avec les écoles du groupe EDEC. Quelle différence il y a entre vos écoles et celles du groupe EDEC? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans un concours commun? Le concours commun, c'est une manière de regrouper en fait une épreuve entre deux écoles qui ne sont pas partenaires en réalité, mais qui estiment
que le concours peut se passer de manière commune. Ensuite, évidemment, le choix se fera, on reste concurrent en réalité, mais c'est ce qui montre qu'on a une démarche d'alliance-concurrence qui est intéressante pour les candidats. Ça permet d'économiser en réalité deux concours pour le prix d'un. Donc au départ des épreuves écrites. Épreuve écrite, dont une basée essentiellement sur la logique. Donc c'est le travail de logique. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à savoir si le candidat est capable de se poser un problème ou face à un problème, de réagir de manière logique et de trouver des solutions intelligentes en réalité. Ces épreuves écrites, elles se préparent à l'avance? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour votre concours ou on peut les faire dans le cadre de la révision du bac finalement parce que... Comme tout concours, un concours, ça se prépare. Donc oui, il y a une préparation spécifique qui n'est pas très importante, mais qui nécessite de revoir les annales. Donc on parlait de tests de logique, culture générale. Donc là, on met à disposition des annales. Il y a également une épreuve de synthèse d'articles de presse. Donc ça demande pendant 1h30 de pouvoir lire les articles, les synthétiser. Donc vous avez accès aux annales. Dès que vous inscrivez au concours, on vous envoie directement les annales. Et puis on organise également des préparations au concours. Donc là, c'est une demi-journée, on va dire. On en fait à peu près 10 jours avant chaque concours. Et là, on prépare nous-mêmes au concours. Le but étant pas de surprendre les candidats, mais de sélectionner les meilleurs. Donc ceux qui se seront quand même le mieux préparés. Donc on est admissible et ensuite? Donc on est admissible. Alors la particularité du concours passe, c'est qu'on va passer l'écrit et l'oral le même jour. Donc les épreuves écrites et orales le matin, les épreuves de langue l'après-midi. Certains passeront l'oral pour rien, puisqu'ils n'auront pas passé l'admission à l'écrit, l'admissibilité à l'écrit. Mais l'avantage, c'est que du coup, on passe toutes les épreuves le même jour et il n'y a pas de oral plus écrit, comme on peut le retrouver dans la majorité des concours, ce qui permet d'avoir aussi une réponse très rapide et de perdre, entre guillemets, qu'une journée. Et généralement, ce sont des samedis. On vient un samedi de 8h à 16h et on a passé l'ensemble des épreuves du concours, à la fois l'écrit et l'oral, sachant qu'à l'oral, il n'y aura pas d'oral de langue, il y a un entretien de motivation et une synthèse d'articles de presse, où là, le but est de synthétiser une information reçue, de montrer à la manière d'un journal télévisé comment on présente et comment on a cet esprit de synthèse, comment on s'intéresse aussi à l'actualité, puisque ces articles de presse sont basés sur une actualité géopolitique et géoéconomique des 6 derniers mois. Donc comment aussi l'étudiant de terminale s'intéresse un petit peu au monde extérieur, pas uniquement français, et comment il synthétise ça à l'oral. Et puis après, on enchaîne avec un entretien de motivation, où là, il s'agit de parler de soi, un entretien qui est plutôt convivial, où on essaie de voir un petit peu si l'étudiant va correspondre aux valeurs de l'école et va pouvoir s'épanouir pendant ces 4 années au sein de l'école. Alors justement, après ces 4 années, on fait quoi? La logique, c'est de trouver un emploi directement à la sortie, c'est de continuer ses études pour avoir un diplôme de type Bac+5. C'est quoi la meilleure option et qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un choix, déjà, personnel. Nous pensons que la sortie à Bac+4 offre du travail. On a un guide des chiffres d'insertion professionnelle, oui, mais on a un guide, ce guide qui permet ce sont tous les exemples de CV de nos étudiants diplômés avec le travail qu'ils ont trouvé, dans quelle entreprise, etc. Donc c'est aussi un peu notre fierté de pouvoir dire qu'on est vraiment adapté au marché du travail. Alors on peut aller à Bac+4 chercher du travail. Néanmoins, aujourd'hui, on est toujours dans un schéma LMD, donc on reste adaptable, même si on est calé sur le modèle anglo-saxon. On peut vouloir penser qu'un étudiant veut continuer à Bac+5. Effectivement, Bac+4 ou Bac+5, pour trouver du boulot, il n'y a pas énormément de différence, mais sur la grille de salaire, évidemment, le Bac+5 restera toujours au niveau des DRH un échelon supérieur au niveau salaire. Du coup, on va préparer, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos étudiants sur un vrai M1 final, qui soit donne du travail. En fait, si on se souvient bien, pour les plus anciens, quand on avait une maîtrise autrefois, une maîtrise était un vrai diplôme. En fait, on trouvait du boulot. C'était autrefois. C'était autrefois. Ça, c'était avant, comme on va dire dans la publicité. Oui. Mais alors, aujourd'hui, si on veut continuer à l'université ou dans une école, y compris concurrente, il n'y a aucun souci. À la 4e année, on peut intégrer le M2. Voire continuer au sein des cursus que propose le groupe INSEC. Bien sûr, oui, donc au sein du groupe INSEC, mais on a le choix. C'est-à-dire que cette idée de 4+1, ce 1 final, c'est véritablement le choix de l'élève. Ou l'élève se sent bien dans notre école, ce qui est souvent le cas, donc il va rester,
ou il va choisir autre chose. On a des élèves qui ont fait des grandes universités, qui ont fait de grandes écoles. C'est un choix, c'est une totale liberté pour l'élève en fait. Au-delà de la liberté, ça permet vraiment de se spécialiser et de construire et de finir la construction de son projet professionnel. Où on arrive avec un bac+4, le CE est quand même une formation généraliste. En 4e année, on va retrouver beaucoup de cours de stratégie. On va avoir le choix dans 3 majeures, donc une majeure finance, une majeure marketing international, une majeure entrepreneuriat, 4 majeures, pardon, et une majeure digital marketing. Mais ça reste une teinte, on va dire, assez générale. On reste une formation très généraliste et complète sur l'ensemble des métiers que l'on peut retrouver en entreprise. Cette 5e année peut être vraiment choisie comme une spécialisation. Et là, l'avantage du 4+1, c'est qu'on va ouvrir toutes les spécialisations qu'on peut retrouver sur l'ensemble des 5e années en France et à l'étranger. Donc certains métiers vont imposer une spécialisation. Et là, l'étudiant va avoir le choix de continuer par cette spécialisation et ils seront directement admissibles au sein des masters du groupe INSEC, mais pourront également faire cette spécialisation dans n'importe quelle autre université ou école en France ou à l'étranger. Donc là encore, c'est le choix de la spécialisation. Et là, au sein du groupe INSEC, on a à peu près 30 spécialisations différentes en 5e année, mais on ouvre aussi le spectre mondial des spécialisations. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on constate de plus en plus que les étudiants qui sont à bac+5 tentent maintenant de faire un MBA ou une 6e année. Du coup, les nôtres ne font qu'une 5e année. Du coup, on a une petite économie sur un an. Alors, le temps passe et on a beaucoup de questions. Je voudrais juste rappeler, parce qu'on a encore beaucoup de questions sur le niveau d'anglais ou le niveau d'espagnol. Je voudrais juste rappeler ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec un niveau d'anglais moyen, sans être médiocre, et que vous allez mettre en place un système d'accompagnement pour approfondir la connaissance de la langue. Pas d'inquiétude à avoir sur un niveau qui sera un niveau que l'on peut supposer d'excellence. Donc, il n'y a pas d'élitisme dans le domaine à l'ECE. L'ECE est une école qui accompagne. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que c'est 2 campus, Bordeaux et Lyon. Qu'est-ce qui différencie le campus de Bordeaux de Lyon? Est-ce qu'il y a un classement? C'est-à-dire qu'en fonction de vos résultats, vous allez à Lyon ou à Bordeaux? C'est un choix libre? Pas du tout. En fait, c'est le choix de la région. Et donc, les 2 campus que je chapeaute, en fait, si je dois manager les 2 campus, par exemple, eh bien, j'ai une culture plus bordelaise et une culture plus lyonnaise aujourd'hui. Donc, on s'aperçoit qu'on est des écoles régionales, en réalité, et ça signifie quoi? Ça signifie que sur une région, sur Lyon, on va recruter pour beaucoup des jeunes de la région Rhône-Alpes, et sur la région de Bordeaux, plutôt sur le bassin aquitain, voire sur l'arc atlantique. On peut passer d'une école à l'autre? Oui. Enfin, d'un campus à l'autre? Oui, mais c'est encore une fois au choix des élèves qui, en réalité, dans la plupart du temps, vont rester sur leur campus parce qu'ils s'y sentent bien. Mais la pédagogie est exactement la même? Bien sûr. Exactement les mêmes cours, le même diplôme, la même articulation sur les 2 écoles. Il y a un système de classement interne pour choisir ses destinations à l'étranger? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des destinations qui sont plus demandées que d'autres. Oui, bien sûr. 150 partenaires et on ne peut pas envoyer 200 élèves dans la même université aux États-Unis. Du coup, on est sur un classement. Et ce classement, c'est sur la moyenne, hein, évidemment, de la 2e année. Il y a le choix pour partir en semestre académique. Et ce choix, donc, dépend de la note. Les premiers servis, enfin les premiers arrivés sont les premiers servis, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Cela dit, pour ceux qui n'auraient pas le choix d'une université qui leur plairait vraiment ou qui se trouve vraiment en fond de tableau, ou éventuellement même ceux qui éprouvent encore des difficultés en anglais, on a notre plateforme sur Londres qui permet d'accueillir un certain nombre d'élèves qui vont, eux, si on les envoyait n'importe où ailleurs, seraient en difficulté parce qu'ils n'arriveraient pas à suivre les cours, sont là pris en charge pour un cours spécifique. On revient sur du marketing, sur le management, etc. Le tout en anglais. Donc ça se transforme véritablement en semestre d'anglais. Et puis c'est un véritable choix aussi pédagogique de ne pas envoyer tous nos étudiants étudier par wagon de 40 dans une université. Le but de cette expatriation, c'est aussi de s'immerger dans une nouvelle culture, un nouveau pays, des nouvelles méthodes d'enseignement, et donc de ne pas se retrouver 50 Français au même endroit qui vont étudier ensemble, qui vont travailler en groupe ensemble. Le but, c'est vraiment d'être immergé dans l'université. C'est pour ça que l'on a beaucoup de partenaires, mais qu'on peut être aussi sélectif en fonction des partenaires chez qui l'on envoie nos étudiants, puisqu'il faut pouvoir être capable de valider ces crédits
pour obtenir son diplôme à l'ECE. Donc il y a une certaine exigence aussi de par la qualité de nos partenaires. Dans notre projet pédagogique, il y a le choix de l'émancipation de nos élèves. Quand on les voit partir les 2 premières années sont encore presque des jeunes, des très jeunes, hein, et après la 2e année, ils nous reviennent vraiment transformés. C'est-à-dire qu'ils reviennent de l'étranger, ils se sont émancipés. Alors il y a ceux qui vont partir à l'étranger, et puis il y a ceux qui nous regardent en ce moment et qui sont à l'étranger, et on a effectivement 2 questions qui nous demandent comment cela se passe-t-il quand on est à l'étranger, pour passer concours pass, et dont Fanny qui nous dit, après une année en Australie pour améliorer mon niveau d'anglais, m'est-il possible de passer le concours pass sans être scolarisé aujourd'hui? Alors, on peut passer le concours pass sans être scolarisé. Il y a 2 cas de figure. Soit on est basé à l'étranger et on n'a pas la possibilité de revenir en France passer le concours, puisque les dates ne le permettent pas. Donc là, bien sûr, on va demander des justificatifs. Donc, on peut postuler de l'étranger via un dossier, une candidature internationale, où là, on va demander l'équivalence bac ou le bac si on passe dans un lycée français à l'étranger. Et on peut postuler sur dossier à l'école. Le dossier se télécharge en ligne sur le site internet. Il faut le renvoyer avec un certain nombre de pièces que l'on demande, bien sûr, les attestations, les bulletins, et puis la validation du diplôme en cours si on est en train de passer son bac ou l'équivalent du bac, je passe au high level par exemple aux États-Unis, pour pouvoir postuler à l'ECE. Et sinon, si on n'est pas scolarisé ou comme Fanny qui est partie un an en Australie, ben là on a des dates de concours. La dernière date est en fin juin, donc elle peut se positionner sur une date qui lui permet de revenir en France, passer le concours et intégrer l'ECE en première année l'année prochaine. Alors, question qui revient très souvent, c'est effectivement la problématique du financement des études. Est-ce que vous offrez des solutions particulières, des systèmes de bourse? A priori, vous ne faites pas d'apprentissage ou d'alternance. Voilà. Est-ce qu'il y a des possibilités spécifiques de financement? Alors on ne fait pas l'apprentissage et l'alternance parce que le cursus international est extrêmement contraignant. C'est un choix à faire. Sur les dossiers de bourse, il est évident qu'en fonction de la situation sociale de certains de nos élèves, des bourses vont être accordées. Ensuite, le financement, c'est le financement classique des écoles de commerce. Soit la plupart de nos étudiants sont financés par leurs parents. Éventuellement les banques. Alors le conseil, hein, c'est sûr, un banquier, on en est tous là, même quand on prend un crédit personnel, le banquier veut connaître notre potentiel et notre capacité de remboursement. Pour un étudiant, la capacité de remboursement, c'est sa capacité à trouver du travail en sortant de l'école. Ça suppose évidemment que l'école soit cotée de ce point de vue-là, mais encore une fois, et c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'on est bien coté qu'on a des offres d'emploi que ça y est, c'est fait. En réalité, ça dépend aussi de la qualité des candidats à la recherche d'emploi. Donc c'est aussi un dossier personnel qui va se faire. Ça va être le dossier sur les notes qu'on a eues en première et en terminale. Quand on a eu 14 de moyenne en première et en terminale, je le dis parce que j'étais sur un salon ce week-end et c'est ce que j'ai conseillé à une jeune fille qui n'avait pas beaucoup d'argent, dont la mère était seule et économisait déjà depuis 4 ans pour elle pour rentrer chez nous. Elle était vraiment décidée à venir à l'ECE. Et en l'occurrence, aller voir le banquier supposait, pour cette jeune fille, ce qui était le cas, qu'elle ait 14 de moyenne minimum pour montrer au banquier qu'elle bossait bien et qu'elle réussirait chez nous. On est une école visée, donc déjà on a accès aux bourses du Crous, aux bourses d'État, sur critères sociaux. Après, on a différents moyens de financer ces mobilités à l'étranger, puisque à l'ECE, il n'y a pas de surcoût pour la mobilité, c'est-à-dire que quelle que soit l'université que vous allez choisir, vous n'aurez pas de surcoût financé à payer. Par contre, à votre charge reste le billet d'avion, le logement. Donc tout ça, il faut l'intégrer. C'est important de préciser parce que dans certains établissements, on s'engage pour 2-3 ans et puis on s'aperçoit que dès qu'on part à l'étranger, ça augmente sensiblement le coût de la scolarité. Ça, c'est parfois des mauvaises surprises. Quel que soit le cursus, que vous partiez 6 mois ou sur un triple diplôme avec la Norvège et les États-Unis, il n'y a aucun surcoût sur les frais de scolarité. Il ne sont à votre charge que le billet d'avion et le logement. Et là encore, il existe des possibilités de bourses, des bourses Erasmus, donc qui sont là valables pour de la mobilité européenne, qui vont jusqu'à 400 € par mois, donc qui peuvent considérablement aider. Et à ces bourses-là peut aussi venir compléter sur les bourses de la région, qui sont sur de la mobilité à la fois académique et professionnelle, donc qui peuvent aussi vous aider à subventionner vos départs pour vos stages. Et là, encore une fois, ce sont des bourses qui vont entre 150 et 400 € par mois et qui sont limitées par contre à 9 mois de mobilité, que ce soit dans le cadre d'un stage ou d'un semestre académique. On a beaucoup parlé d'international et c'est normal vu la vocation de l'ECE, mais rappelons quand même que sur Bordeaux et sur Lyon, vous avez 2 très beaux campus, qui sont, enfin, des conditions d'études qui sont assez belles pour des étudiants.
Oui, alors essentiellement sur Bordeaux, Lyon étant amené évidemment à changer, bien que nos étudiants, alors je laisserai parler Marion pour Bordeaux, mais sur Lyon, on constate que les étudiants sont très ancrés et leur culture s'est développée au sein du campus et ils y sont très attachés. On a comme projet de moderniser, donc de changer de campus et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus moderne maintenant. Mais je ne suis pas persuadé, en ce qui me concerne, que, d'abord, ça ne changera pas la qualité des études. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait la qualité de l'ECE, c'est la qualité de ses enseignements et de son projet pédagogique. Alors le campus, on va dire que c'est un plus. Alors Bordeaux a déménagé cet été et c'est véritablement un très bel endroit dans le quartier des Chartrons, c'est superbe. Mais ça ne fait pas tout. Le confort, peut-être parfois, l'inconfort est parfois un stimulant de travail. Mais je vais laisser... Non, mais c'est vrai que c'est un choix du groupe INSEC, généralement, c'est d'avoir ces campus basés dans le centre-ville. Donc ça, c'est un certain confort pour les étudiants. Je prends l'exemple de Bordeaux, mais c'est identique à Lyon. On est en plein centre, on a toutes les commodités, on est très vite rendu sur les lieux sportifs, sur les bibliothèques, et puis en même temps, on est au cœur de la ville, de la cité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très appréciable pour nos étudiants. Et puis après, il y a quand même un esprit de corps. Alors les locaux, ils font un petit peu, mais les étudiants sont... ils y passent 4 ans, ils sont très attachés à l'école et donc quoi qu'il en soit, ils sont assez fiers de leur école en général et les locaux accompagnent, mais c'est vrai qu'ils ont des cadres de vie assez agréables et le fait d'être en centre-ville, il fait pour beaucoup. D'autant qu'ils sont souvent à l'étranger en plus, donc ils reviennent à la maison pratiquement quand ils reviennent sur le campus. On a plusieurs questions, mais là j'invite les internautes à se rendre sur votre site concernant les coûts de scolarité, les dates d'inscription. On a peut-être une dernière question qui concerne la reconnaissance et les différentes accréditations dont le CE serait titulaire. Alors, le visa, on est visa Bac plus 4, et derrière, le groupe INSEC entre dans la phase d'accréditation AACSB. Donc c'est le process qui est le summum de l'accréditation. Qui est le summum de l'accréditation, qui a pour avantage de remettre à plat les systèmes d'enseignement, de les normaliser, on va dire, de les standardiser, et ce qui est, par expérience, un bon cheminement, très exigeant au passage. Ce live touche à sa fin. Marion Fabre et Franck Burlinge, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. À bientôt pour d'autres lives de Studyrama TV.